Vous êtes sur Radio Côte d'Ivoire, la radio numéro 1 sur l'info et le sport, et c'est l'heure du bulletin Afrique qui est présenté par Jérôme Kouakou. Bonjour. Bonjour Thierry Angeval. Bonjour à tous, on commence tout de suite par le Mali, en politique notamment. Au Mali, les candidats à la prochaine élection présidentielle du 29 juillet 2018 se bousculent devant le portillon. Hier lundi 9 avril, c'est Moussa Mara, un ancien premier ministre du président malien Ibrahim Boubacar Keïta, qui s'est déclaré candidat. Pour la deuxième fois, Moussa Mara est candidat à la présidentielle malienne de juillet prochain. À 43 ans, ce jeune ambitieux dévoile, avant même l'ouverture de la campagne présidentielle, son programme et il parie sur l'avenir. Pour lui, il n'y a aucun doute, il est l'homme de l'avenir. On part en Sierra Leone. Le nouveau président sierra-léonais, Julius Maada Bio, a décrété hier lundi une série de mesures pour assurer l'efficacité de l'administration et la salubrité du pays, ce qui justifie le rétablissement du Cleaning Day instauré par la junte à laquelle il appartenait dans les années 1990. Lors d'un rassemblement au stade de Freetown, Maada Bio, ancien militaire putschiste qui avait rendu le pouvoir à un président civil élu en 1996, avait insisté sur la discipline. Il menace de sanctions les fonctionnaires qui ne seraient pas au bureau à 8h30. Selon un communiqué de la présidence, le chef de l'État et le vice-président en personne se rendront dans les ministères et administrations pour vérifier la présence des fonctionnaires aux heures de bureau. En outre, un jour de grand nettoyage sera observé le premier samedi de chaque mois de 7h à midi à partir du 5 mai prochain. Un sale temps pour la société civile nigérienne. Elle vient de voir une manifestation contre la loi de finances 2018 jugée antisociale, interdite par Niamey. C'est la deuxième manifestation du genre interdite en l'espace d'un mois. Ange Kouadio. Les autorités de Niamey viennent d'interdire pour la seconde fois une manifestation de la société civile pour des raisons de sécurité. La police s'est déployée sur tous les endroits stratégiques de la capitale nigérienne où devaient passer les manifestants. Mais en l'absence des leaders emprisonnés, les organisateurs ont dû renoncer à la manifestation. 2 semaines après les violentes manifestations qui se sont soldées par l'emprisonnement de 22 personnes, la société civile nigérienne est à nouveau interdite de manifester à Niamey. Les organisations signataires de cette manifestation ont jugé utile de la surseoir, dans la mesure où cette question de certaines mesures que nous jugeons antisociales font l'unanimité au niveau des acteurs, témoigne un membre de la société civile. À l'intérieur du pays, seule la ville d'Agadez, au nord, a autorisé une marche et un meeting. À Zinder, dans le sud, les organisations de la société civile se sont contentées d'une prière collective, ce qui fait dire à un responsable de la société civile que le gouvernement doit revoir sa copie. Le gouvernement se doit quand même de délier le vin et de créer des conditions pour qu'il y ait une négociation afin de libérer d'abord ceux qui sont détenus et qu'il y ait une négociation avec ces acteurs de la société civile. Qu'ils soient au gouvernement ou de la société civile, tout le monde a besoin que ce pays prospère, a-t-il conclu. Pour ce responsable du réseau éducation et citoyenneté, il faut créer les conditions d'une vraie recherche de solutions dans ce bras de fer. La société civile doit créer une situation pour qu'elle puisse se faire entendre par le gouvernement. Il est tout à fait normal dans un régime démocratique que des gens contestent un certain nombre de situations. Il faut créer les conditions pour dialoguer. Les leaders de la société civile sont toujours sur mandat de dépôt en attendant leur jugement. On met le cap sur l'Angola. Le ministère des Finances fait des précisions sur les accusations de fraude qui pèsent sur le fils de l'ancien président José Eduardo dos Santos. Le détournement ne porte pas seulement sur 25 milliards de francs CFA. Filomeno dos Santos et ses co-accusés auraient plutôt détourné 3 fois le montant mentionné précédemment par les autorités. En mars dernier, les autorités judiciaires angolaises annonçaient l'ouverture d'une enquête sur un transfert de 25 milliards de francs CFA effectué l'année dernière à partir d'un compte appartenant à la Banque centrale sur un compte en Grande-Bretagne. L'enquête était dirigée contre l'ancien gouverneur de la Banque centrale, Walter Filipe da Silva, et José Filomeno dos Santos, le fils de l'ancien président angolais. Mais ce lundi, le ministère angolais des Finances a publié une déclaration exposant ce qu'il a appelé la vérité des faits graves qui se sont produits. Si les charges n'ont pas été requalifiées, le montant que les accusés auraient détourné a été revu à la hausse. Les personnes accusées auraient détourné plus de 500 milliards de francs CFA. On s'en va maintenant en Namibie. Le président namibien Ag Gingog a fermement démenti hier lundi les soupçons de corruption qui le visent dans une enquête française sur le rachat controversé de la compagnie minière canadienne Uramin par le géant français du nucléaire Areva. Les détails avec Abou Sila.
Les accusations de corruption visent la conduite des propriétaires d'Arena ou Uramin et n'impliquent en rien le docteur Nyengob ou le gouvernement de la République de Namibie, a écrit dans un courrier l'avocat du chef de l'État namibien. Rebaptisé depuis Orano, le groupe Arriva avait déboursé en 2007 1170 milliards de francs CFA pour acquérir Uramin et ses 3 gisements d'uranium en Namibie, Afrique du Sud et Centrafrique. Mais leur exploitation s'était révélée plus compliquée que prévu et avait fait tourner toute l'opération au désastre financier. Arriva avait provisionné fin 2011 975 milliards de francs CFA, presque l'équivalent du prix de la transaction initiale. La justice française a ouvert une enquête sur cette affaire. L'ex-patronne d'Arriva a été inculpée pour avoir présenté des comptes inexacts destinés à masquer l'effondrement de la valeur d'Uramin. L'ancien directeur des activités minières du groupe l'a été pour corruption. Selon des sources proches du dossier de Paris, la justice française s'interroge sur d'éventuels détournements de fonds à l'occasion du rachat d'Uramin et de 2 contrats dans lesquels Arriva a déboursé un total de près de 4 milliards de dollars en 2009 et 2010 en faveur du groupe namibien United Africa Group. Elle s'intéresse aussi à des versements mensuels de 5,5 millions en 2008 et 2009 à l'actuel président Eg Nyengob, ont précisé les mêmes sources. Dans son courrier, son avocat a expliqué que ces sommes avaient été payées à M. Nyengob pour un travail de conseil à Uramin effectué avant sa nomination au poste de ministre du Commerce et de l'Industrie en 2008. Au Congo-Brazzaville, le général Mokoko, enfin devant ses juges, accusé d'atteinte à la sûreté de l'État et de détention illégale d'armes et de munitions de guerre, le général Jean-Marie Michel Mokoko pourrait se présenter aujourd'hui mardi devant le juge au tribunal de grande instance de Brazzaville. L'information a été donnée par les proches du candidat malheureux à la présidentielle anticipée du 20 mars 2016, remportée par Denis Sassou Nguesso, l'ancien chef d'état-major général des forces armées congolaises de 1978 à 1993, avait d'abord opté pour le silence à la veille de l'ouverture de la session criminelle le 29 mars dernier. L'officier avait évoqué plusieurs raisons, dont le mépris de son immunité juridictionnelle que lui confèrent les décrets qui l'élèvent à la dignité de grand officier dans l'ordre du mérite congolais. Mais cette fois, il aurait décidé de parler. On termine au Burkina Faso. Le maire de Koudougou, localité située dans le nord du Burkina, frontalier du Mali, a été assassiné. Amidou Koundaba a été froidement tué par des individus armés et non encore identifiés. Selon des témoins, les tueurs sur les motocyclettes ont ouvert le feu sur lui, non loin de son domicile. Le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré a condamné énergiquement cet assassinat lâche et ignoble. La région sahélienne du Burkina Faso, frontalier du Mali et du Niger, est le théâtre d'attaques djihadistes régulières depuis 3 ans. Au total, 80 attaques ont été répertoriées, ce qui a coûté la vie à 133 personnes, selon un bilan officiel. Et c'est ici que prend fin le bulletin Afrique. Belle journée à vous tous. C'était le bulletin d'info, présenté par Jérôme Kouakou.